commencer. C'est la bienvenue, c'est le fun, il y a du monde. On s'intéresse toujours à ça. Ce soir, le but de la rencontre, c'est ça, c'est qu'on va faire une soirée d'information un peu sur le règlement de contrôle intérimaire qui a été adopté par la NRC. On a Geneviève Paris qui est responsable au niveau de l'aménagement à NRC-Billet et son collègue Guillaume Saint-Jean. Ils travaillent ensemble. Sans plus tarder, on va lui laisser la parole. On va juste un peu la manière ça va fonctionner. Puis c'est Geneviève qui va avec ça. D'accord. Merci, M. Dubé. Bonsoir à tous. Merci d'être présents en grand nombre. La rencontre de ce soir, elle a pour but de vous expliquer un petit peu le cadre réglementaire en lien avec l'implantation d'éoliennes sur le territoire québécois. Donc, les trois paliers d'encadrement qui sont le provincial, le régional et le local, le municipal. Ce soir, on va vous expliquer vraiment le cadre légal dans lequel les municipalités peuvent agir pour s'assurer que l'implantation d'éoliennes va se faire en harmonisation avec les autres usages et la communauté de leur territoire. Je voulais peut-être faire une introduction en vous disant d'entrée de jeu qu'on ne va pas aborder toute la question de pourquoi c'est pas Hydro-Québec qui est directement le promoteur ou qui va déployer l'implantation d'éoliennes sur le territoire québécois, pourquoi c'est des entreprises privées. On ne va pas débattre de cet enjeu-là, ce n'est pas de notre ressort à mon collègue et à moi, l'enjeu provincial du déploiement via les appels d'offres. C'est pas aussi, on n'est pas là non plus pour débattre de la filière éolienne dans son cycle complet. Est-ce que c'est écologique ou non? Nous, on est là vraiment pour expliquer le cadre réglementaire qui s'offre aux municipalités pour s'assurer qu'il y a une bonne cohabitation et une bonne harmonisation s'ils souhaitent les accueillir sur leur territoire. C'est vraiment à ce niveau-là. Je sais que vous avez certainement plusieurs questions au niveau de pourquoi Hydro-Québec a lancé des appels d'offres ou pourquoi est-ce que la filière, c'est une bonne filière, est-ce que c'est une filière qui est vraiment écologique. Mais nous, malheureusement, là, on ne va pas aborder ça, mais vous pouvez quand même en poser quelques questions, mais on n'a pas les compétences tellement pour y répondre. Là. Vous pouvez soulever vos questionnements, mais on n'a pas l'expertise pour débattre de cela ce soir. Ceci dit, vos interrogations sont toujours intéressantes pour nous, pourront nous aider à alimenter nos recherches futures. Là. Donc, n'hésitez pas non plus à les poser, mais pour y répondre, ça va être plutôt difficile pour nous d'y répondre. C'est ça, on est de simples aménagistes, donc on ne pourra pas nécessairement avoir réponse à toutes vos questions. On n'est pas des ingénieurs, on est des urbanistes. Donc, nous, on travaille vraiment sur le cadre réglementaire en urbanisme, qui découle de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est ça sur quoi on va attirer votre attention ce soir, puis qu'on va essayer de démystifier avec vous, puis de vous éclairer en toute transparence sur le cadre réglementaire. Puis, mon collègue Guillaume Saint-Jean, qui est urbaniste, vous a préparé une présentation, puis c'est lui qui a vraiment travaillé le cadre normatif qui s'appelle le règlement de contrôle intérimaire. Il va vous expliquer vraiment pourquoi on appelle ça un règlement de contrôle intérimaire, puis de quelle façon ça s'inscrit au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et avec les autres dispositions qu'on retrouve au niveau provincial et régional. Donc, à tout la parole, Guillaume. Merci Geneviève, tu as fait une bonne introduction quand même. Donc, comme la présentation, juste pour votre information, il va y avoir une période de questions qui va être à la fin. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les conserver pour la fin de la présentation. Si c'est des questions qui parlent plus d'aménagement, d'urbanisme, on est en mesure d'y répondre. Si vous avez des questions sur d'autres domaines, vous pouvez tout de même les poser, mais ça se peut, comme Geneviève l'a dit, qu'on n'ait pas nécessairement tout de suite réponse à vos questions. Mais je vous invite quand même à soulever vos préoccupations si vous en avez. Donc, tu as pas mal fait là. Oui, s'il y en a qui veulent, j'ai oublié de mentionner, ceux qui veulent des copies, on en a quelques copies ici du règlement. Donc, vous pouvez vous en prendre directement ici. C'est des documents qui sont sur le site internet de la MRC aussi, là, si jamais vous préférez avoir une copie électronique ou consulter suite à la rencontre. Donc, c'est ça, ça va porter vraiment, la présentation va être sur le cadre réglementaire légal, vraiment en aménagement.
Comme on l'a dit tout à l'heure, les projets éoliens, l'ouverture des appels d'offres du côté d'Hydro-Québec, la participation de la MRC à des projets comme ça, c'est des choix qui sont quand même politiques, qui viennent, qui relèvent du Conseil des maires de la MRC, du Conseil des maires des municipalités locales concernées en temps et lieu. Donc nous, on n'est pas en mesure de se prononcer sur ces dimensions-là. Je pense que c'est important de souligner que la rencontre, on vient aujourd'hui parce qu'on sent une préoccupation du côté de la municipalité, du côté des citoyens. Donc on veut à tout le moins présenter, advenant qu'un appel d'offres Hydro-Québec ouvre demain et des promoteurs aient un intérêt, par exemple, du côté de la MRC de l'Île à installer des projets, voici le cadre qui est en vigueur aujourd'hui et qu'ils devront respecter pour l'implantation de leurs éoliennes. Je pense que c'est important quand même de soulever que là, on n'est pas là parce qu'il y a un projet qui est étudié ou qui est considéré. Il n'y a pas de promoteurs qui nous ont contactés pour nous dire, nous, à Sainte-Louise, on aurait un intérêt, c'est quoi les règles. On n'est pas dans cette dimension-là, mais on voulait à tout le moins vous informer du cadre actuel qui est en vigueur, qui a été adopté récemment. Là. Donc, pourquoi un règlement sur les éoliennes? Pour commencer, on a un règlement régional qui s'appelle le règlement de contrôle intérimaire 01-2024, qui est en vigueur depuis le 10 juillet 2024. Donc ça, c'est une réglementation régionale. Je vais aborder un peu c'est quoi un règlement de contrôle intérimaire, parce que c'est une limite d'urbanisme particulière. Je pense que c'est important de le comprendre. Et c'est ça, c'est en vigueur depuis 2024. Il y a des versions préalables qui avaient été adoptées en 2023, puis on est avec la version qui est aujourd'hui en vigueur. Lorsqu'il y a eu l'ouverture de l'appel d'offres d'Hydro-Québec l'an dernier, on avait constaté, mais on le savait déjà, mais il n'y avait pas de réglementation régionale qui encadrait l'implantation d'éoliennes sur le territoire. Il n'y avait pas de conditions qui étaient imposées du côté de notre territoire. Je pense qu'auparavant, le territoire de la MRC n'a jamais peut-être été réellement considéré fortement par des promoteurs. Fait qu'il n'y avait pas de conditions, de balises qui avaient été mises en place. Donc, nous, on jugeait pertinent tout le moins de déjà identifier les territoires où il y avait des enjeux, puis de mettre certaines contraintes dans certains contextes. Donc, c'est pour ça qu'on a adopté ce règlement de contrôle intérimaire-là à la MRC. Donc, bien entendu, il y a des enjeux de cohabitation et de nuisance. Donc, le règlement vient un peu répondre à certains enjeux comme ça. Réduire les enjeux d'implantation par un cadre réglementaire défini et prévisible. Donc, on met un peu carte sur table. Donc, un promoteur qui serait intéressé par la MRC de lait pour l'implantation d'éoliennes a déjà un peu un portrait de les zones où c'est pas permis et tout ça. Donc, ça restreint déjà l'étude qui peut être faite. Le point qui est écrit le territoire de la MRC à l'intérêt des promoteurs, c'est pas parce qu'on a ressenti un fort intérêt, mais on sent maintenant que Hydro-Québec souhaite faire développer la filiale éolienne sur le territoire. C'est quand même dans leur plan d'action pour les prochaines années d'investissement par des entreprises privées, effectivement. Puis on sait que ça va. Il risque d'avoir d'autres appels d'offres qui vont ouvrir. Donc nous, on sait que ça s'en vient. Puis on voulait avoir un règlement dans ce contexte-là pour les prochaines années. Donc, je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'un règlement de contrôle intérimaire? Un règlement de contrôle intérimaire, ça se peut que je dise ACCI pour d'autres parties de la présentation. Si je dis ACCI, c'est un règlement de contrôle intérimaire, puis je fais référence spécifiquement au règlement qui a été adopté. Donc, c'est un outil en urbanisme, donc bien important de le souligner, qui permet à l'université de répondre plus rapidement à une problématique. Je vais expliquer un peu le processus d'adoption de règlement plus loin. Mais c'est un outil en urbanisme, premier point. Donc, si jamais la MRC souhaite qu'il y ait des consultations publiques dans le cadre de futurs projets ou que les municipalités souhaitent en faire et tout, se doter de différentes structures pour sonder l'acceptabilité sociale ou des choses comme ça, c'est pas le genre de choses qu'on va retrouver dans l'RCI. Parce que l'RCI, le règlement de contrôle intérimaire, c'est vraiment un outil d'aménagement du territoire, d'urbanisme. Fait que c'est pas nécessairement des conditions qu'on va retrouver là, ce qui n'empêche pas la MRC ou une municipalité de se doter d'un cadre particulier plus politique. C'est un outil qui est temporaire, donc je vais l'expliquer ça aussi un peu plus tard. C'est un règlement à portée régionale, donc qui s'applique dans toutes les municipalités de la MRC. Donc j'ai fait passer un peu à travers ça. Donc on a passé par un RCI parce que ça allait peut-être un peu plus vite dans toute la procédure d'adoption réglementaire. Puis je vais vous expliquer pour dans un moment. Les municipalités ne sont pas obligées chacune individuellement d'adopter des modifications, donc ça vient avec le RCI. Il y a une uniformité des normes à travers la région. Par exemple, vous à Sainte-Louise, vous savez que c'est les mêmes choses qui s'appliquent à Saint-Damas et vice-versa. Donc je le disais que c'est un peu plus rapide parce que ça c'est le processus normal quand il y a une adoption de normes régionales. Donc
en haut, il y a les orientations gouvernementales en matière d'aménagement. Donc, le gouvernement, lui, pour l'enjeu de l'éolien spécifiquement, a dit voici un peu les orientations que nous, on veut en matière d'aménagement pour les éoliennes sur le territoire. Nous, après ça, les normes régionales qu'on adopte doivent répondre à ces orientations gouvernementales-là. Pour des normes régionales, il faut procéder par une modification de ce qu'on appelle le schéma d'aménagement et développement de la MRC. Qu'est-ce que c'est que le schéma? C'est un document de planification qui encadre un peu les réglementations plus locales en matière d'aménagement du territoire des municipalités. Ça va prévoir des conditions, des balises peut-être un peu plus générales. On ne va pas entrer nécessairement dans le détail, mais ça prévoit des conditions générales. Puis par la suite, les municipalités doivent adopter des instruments locaux d'urbanisme, avec des règlements de zonage, par exemple, qui répondent aux conditions qui se trouvent dans le schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, ce n'est pas un règlement, là. Donc, ça n'a pas de valeur légale. Donc, même si la MRC modifie son schéma, il faut que les municipalités l'intègrent dans le règlement de zonage pour que ça ait une valeur légale. Fait que juste tout ce processus-là peut prendre une certaine quantité de mois. Donc, c'est pour ça que nous, on est allé par un RCI, qui est un outil c'est un outil qu'on peut utiliser en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui nous permet simplement d'adopter un règlement plus rapidement, de façon un peu temporaire, qui répond aux orientations tout de même gouvernementales en matière d'aménagement, et qui devient déjà un règlement régional que tout le monde doit respecter. Un promoteur qui voudrait installer des éoliennes sur le territoire devrait respecter le règlement régional. Ce que je pourrais peut-être aussi rajouter, c'est le règlement de contrôle intérimaire, c'est vraiment un outil pour agir en urgence. Donc, dans le cadre des éoliennes, aucune municipalité n'avait de cadre pour encadrer l'implantation d'éoliennes. Donc, ils pouvaient s'implanter n'importe où sur le territoire. Donc, nous, comme urbanistes, aménagistes à la MRC, on a dit, bon, on voit que ça s'en vient. Donc, on a conseillé aux élus, en fait, d'agir rapidement via cet outil-là qui est à notre disposition dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est le règlement de contrôle intérimaire. C'est un outil d'urgence qui n'a pas d'obligation de consultation citoyenne. Comme quand on modifie un schéma d'aménagement, il y a toujours une consultation publique. Puis c'est une procédure qui est beaucoup plus longue. Ça prend un dépôt de projet, ça prend une consultation publique, après ça, l'adoption d'un règlement. Puis ensuite, on doit attendre l'avis du ministre. Dans le cadre d'un RCI, il y a un avis de motion, puis aussitôt la MRC peut déposer un règlement. Donc, il n'y a pas de consultation publique, donc ça permet d'agir en urgence, permettant donc au monde municipal, après ça, de prendre le temps, donc ils peuvent mettre des balises de base, puis après ça, de prendre le temps de bien étudier l'enjeu, la situation, et éventuellement apporter plus d'encadrement si nécessaire. Parce qu'un règlement de contrôle intérimaire, c'est une base. Après ça, les municipalités pourront, s'ils le souhaitent, être plus sévères. Oui, ça fait un beau pont avec ce que j'allais dire, que même à partir du moment qu'on adopte un RCI, nous, selon la loi, il y a l'obligation quand même de passer par le processus standard qui est plus long. Ce qui fait que nous, on va devoir éventuellement intégrer les conditions qu'on a mises au RCI au schéma d'aménagement, et les municipalités devront adopter des règlements d'urbanisme, donc des règlements de zonage, qui répondent minimalement à ce qui est prévu au schéma. Fait que nous, on pourrait décider d'intégrer entièrement, les conditions du RCI qu'on a adoptées sont bonnes, on les aime, on les prend entièrement, on les met dans le schéma. Ça pourrait être des conditions différentes, comme tu disais, on pourrait dire, là, il faudrait encadrer un peu plus, ça pourrait être ça qu'on mettrait au schéma. Puis par la suite, les municipalités devront adopter un règlement qui répond minimalement aux normes du schéma. Fait qu'une municipalité pourrait dire, nous, on souhaite être plus sévère que ce qui se trouve au schéma d'aménagement et de mettre ça dans le règlement de zonage. Il ne pourrait pas être moins sévère que ce qui est au schéma, parce que le schéma est toujours des normes minimales. Et là, à ce moment-là, on va repasser à travers ce processus-là. Je n'ai pas d'échéancier à vous donner, mais on va devoir repasser à travers ce processus-là. Puis comme Geneviève le soulevait, à ce moment-là, modification de schéma vient obligatoirement avec une consultation publique sur le projet de règlement qui est déposé au Conseil. Et lorsqu'il y a modification par la suite dans les municipalités des règlements,
il y a également consultation publique sur les modifications de règlement de zonage. Donc ça, c'est à venir de notre côté. Il n'y a pas d'échéancier là à vous présenter, mais on va passer à travers tout ça. Le RCI, donc le règlement de contrôle intérimaire, continue de s'appliquer jusqu'à ce qu'une municipalité aille adopté un règlement conforme à ce qui a été mis au schéma. Donc, il n'y a jamais de vide juridique qui est créé. Le RCI va être en vigueur jusqu'à temps que la municipalité, que ce soit Sainte-Louise ou toute municipalité, aille adopté quelque chose de conforme au schéma sur la question des éoliennes. Je parlais tout à l'heure de la question des orientations gouvernementales. Donc, les orientations gouvernementales donnent quand même une grande latitude au MRC pour mettre des règlements, donner un cadre réglementaire sur l'implantation d'éoliennes sur le territoire. Elle nous permet notamment, puis on le verra tout à l'heure, d'identifier des territoires compatibles ou incompatibles ou compatibles avec conditions à l'activité éolienne. Mais le gouvernement, de son côté, lui, sur les terres publiques, dans les années 2000, a déjà fait une espèce de petite planification puis une identification sur les terres publiques de quel territoire est compatible ou incompatible avec l'activité éolienne. C'est un peu ce qu'on... Bon, c'est peut-être un peu petit, là, mais je vais essayer de... On voit mon curseur sur l'écran? Oui. C'est bien avec... Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un document qui s'appelle l'analyse territoriale volet éolien pour Chaudière-Appalaches. Donc, ils ont fait ça pour plusieurs régions. Et ils ont identifié, eux, pour leurs terres publiques, donc les terres qui appartiennent au gouvernement, qui est des terres où actuellement, il y a des activités d'acériculture, ou de la coupe de bois, ou de la villégiature, il y a des sentiers, plein d'usages, a identifié puis a dit pour ces territoires-là, c'est des territoires soit qui sont compatibles avec harmonisation, donc avec certaines conditions qui sont prévues, ou des zones qui sont incompatibles. Fait que ce qu'on peut voir, c'est que pour la MRC de Lillet ici, on voit les terres publiques, je vais vous montrer une meilleure carte après, mais on les voit un peu en vert. Puis les territoires publics qui sont là, eux, le gouvernement juge que c'est des territoires compatibles avec harmonisation, donc sous certaines conditions à l'activité éolienne. Notamment un promoteur qui voudrait installer des éoliennes en terre publique devrait faire, j'ai oublié le terme, mais c'est comme une étude d'intégration et d'harmonisation au territoire, donc qui doit être déposée au gouvernement. Puis il y a une section en rouge qui est, on voit un peu mieux sur la carte ici, que ça c'est en date d'aujourd'hui les terres publiques sur le territoire de la MRC. Donc il y en a pas à Sainte-Louise, mais il y en a à Saint-Damas, Sainte-Perpétue, toutes les terres en vert. Puis dans les zones en orange, c'est des sites qui sont d'intérêt écologique, donc pour le gouvernement, ils ont déjà un certain statut de protection. Par exemple, la grosse section qu'on voit ici en orange, c'est l'aire de confinement du cerf de Virginie, où là, le gouvernement dit, bien, vu qu'il y a une protection, il y a un site d'intérêt pour certaines espèces fauniques, floristiques, à ce moment-là, ce territoire-là est incompatible, puis l'interdit d'office. Ce que ça vient faire, ça, c'est que la MRC ne peut pas, par elle-même, décider d'interdire, de restreindre complètement les activités éoliennes en territoire public lorsque le gouvernement, lui, a identifié que c'était une zone compatible. Donc, par exemple, la MRC ne pourrait pas dire dans son règlement, pourrait adopter un règlement pour dire Saint-Damas-de-Lillet, on n'en veut pas, puis le gouvernement nous dirait probablement, vous restreignez de façon trop importante en territoire public, on juge qu'il peut avoir des éoliennes, fait que votre règlement, on ne l'autorise pas, puis il ne peut pas avoir force de loi en quelque sorte. On peut peut-être présenter le cas de notre premier ici. Oui, c'est ça. Fait qu'on a, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait eu plusieurs, il y avait plusieurs versions. Il y a eu 2 versions du RCI qui ont été adoptées. Donc, quand il y a une adoption d'un règlement de contrôle intérimaire, nous, on l'envoie au gouvernement. Puis là, les ministères vérifient que ça répond bien aux orientations gouvernementales. Dans le cas de notre première version, une disposition qu'on avait, puis qu'il y a pour d'autres qui a encore un peu, c'est de dire autour des routes nationales, donc les routes qui sont gérées par le ministère des Transports, les routes numérotées, on mettait une bande de protection de 1500 mètres de chaque côté des routes nationales. À ce moment-là, les ministères nous sont revenus et nous ont dit vous restreignez de façon trop importante les possibilités éoliennes sur le territoire public pour la route 285. Fait, pour montrer avec le curseur la route 285 ici, en mettant 1500 mètres autour de ça, ça touchait de façon trop importante les possibilités éoliennes sur les terres publiques, par exemple à Saint-Cyril, où le gouvernement dit nous, ces terres-là, on juge que c'est compatible avec l'activité éolienne. Donc à ce moment-là, soit il fallait vraiment démontrer, justifier auprès du gouvernement pourquoi on mettait une bande de protection aussi large, ou
réduire la bande de protection pour répondre à l'objection du gouvernement, ce qui a été fait, comme vous allez le voir un peu tout à l'heure. Donc, on ne peut pas restreindre complètement en territoire public les activités éoliennes. On a beaucoup plus de marge de manœuvre qui nous est donnée en terre privée, là, donc tout ce qui n'est pas en vert sur cette carte-là. Ça, c'est pour l'aspect orientation gouvernementale. Donc, pour faire un petit résumé, le règlement de contrôle intérimaire, qui est un outil plus dans l'urgence, rapide, qui est un règlement régional, vraiment, c'est adopté en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc c'est vraiment des enjeux urbanistiques qui vont être traités. Ces normes-là vont repasser à travers toute l'adoption normale, donc il va y avoir intégration de normes au schéma d'aménagement, puis dans les réglementations locales des municipalités. Les municipalités devront minimalement se conformer au schéma, mais pour adopter des normes plus sévères, puis il y aura des consultations publiques pour modification au schéma et ensuite modification au règlement des municipalités. Donc ça, c'est ce qui s'en vient, puis c'est un peu pour faire le topo sur qu'est-ce qu'un RCI, c'est quoi cet outil, puis qu'est-ce que ça implique. Donc là, je vais faire la présentation spécifiquement de notre RCI, donc ce qu'on a adopté, qu'est-ce qu'il prévoit. Donc le but du règlement, c'est encadrer l'implantation et la construction d'éoliennes commerciales. J'ai mis la définition d'éoliennes commerciales qui est au règlement. En gros, c'est tout groupement de plus de 2 éoliennes, de 2 éoliennes et plus. La seule chose que ça ne va pas viser, c'est par exemple un cas très spécifique d'un individu qui, sur son terrain, il veut mettre une petite éolienne pour s'auto-alimenter en électricité. C'est le seul cas où une éolienne ne serait pas visée par le présent règlement. Puis on se doute que dans ces situations-là, quelqu'un ne va pas arriver au milieu d'un cœur de village puis installer une éolienne de 150 mètres. De toute façon, les municipalités ont déjà dans leur règlement de zonage des dispositions sur les éoliennes qui encadrent justement la hauteur des choses comme ça. Là, pour la majorité des municipalités, nous, qu'on voyait dans la MRC. C'est pour ça qu'il ne faut pas dédoubler un peu le tout. On est venu réduire ça aux éoliennes commerciales. C'est encore aussi des infrastructures connexes. Donc, quand on parle d'infrastructures connexes, c'est toutes les infrastructures qui restent suite à l'installation des éoliennes, suite à la construction. Fait que les chemins d'accès, les fils, les postes de raccordement. C'est quand même des dispositions qui sont relativement standards. Je ne vais pas les présenter en détail. Ils sont dans le règlement, mais c'est quand même standard comme type de disposition. Je parlais tout à l'heure de l'identification d'un territoire d'incompatibilité. Donc, les orientations gouvernementales permettent au MRC d'identifier des territoires incompatibles avec l'activité éolienne. Donc, dans le règlement, il a identifié un tel territoire au nord de la MRC, donc qui va du fleuve Saint-Laurent jusqu'aux lignes de crête, donc les sommets des montagnes des Appalaches. On a ciblé ce territoire-là particulièrement parce que c'est le secteur où on a les meilleures terres, les terres les plus cultivées. Donc, nous, on ne souhaitait pas qu'il y ait des éoliennes qui s'installent en terre agricole. Donc, on voulait protéger le plus possible le territoire agricole, les meilleures terres qu'il y avait dans le passé. C'est un secteur touristique et de villégiature avec plusieurs routes touristiques. On a les berges du Saint-Laurent, le lac Trois-Saumons, donc beaucoup de villégiateurs. Puis le paysage d'intérêt régional, donc c'est le passage du fleuve Saint-Laurent jusqu'aux montagnes, jusqu'au sommet qu'on voit, donc la superposition du village, des plaines et tout. Nous, on trouvait ça important de protéger ça. Donc, c'est ce qui nous a mené à l'identification du territoire d'incompatibilité que vous voyez ici encerclé en rouge. Donc, il va venir chercher là, les sommets ici que vous voyez. Donc, le sommet autour du lac Trois-Saumons, il y a un petit détour qui est fait pour ça, mais ici les sommets des Appalaches. Donc, ça touche entièrement le territoire de Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch, Saint-Aubert, une partie de Saint-Cyril et de Saint-Davance, puis la majorité du territoire de Sainte-Louise. Puis je vais faire un zoom sur Sainte-Louise après. Il y a une petite partie de Sainte-Louise actuellement qui n'est pas dans le territoire d'incompatibilité. Donc ça, c'est en zoomant sur le territoire de Sainte-Louise. Donc la partie qui n'est pas dans le territoire d'incompatibilité, c'est le secteur du lac des Prairies, le lac L'Italien et l'arrière du 4e rang Est. Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est ça. C'est Ali Geneviève? Oui. Je ne sais pas si quelqu'un a posé la question. Ah, ici. Oui, pourquoi? En fait, c'est chaque municipalité, quand on a travaillé le RCI, on a fait la proposition par rapport aux lignes de crête. Puis bon, exactement le pourquoi, protéger les terres agricoles, protéger les secteurs d'intérêt touristique, de villégiature. Puis on rencontrait chacune des municipalités pour s'assurer qu'ils étaient confortables avec ce qu'on leur présentait,
que ça répondait aussi à ce qu'elle souhaitait. Pour Sainte-Louise, ils étaient très à l'aise avec ce qu'on leur proposait, mais ils nous ont demandé à ce moment-là de leur ouvrir une petite fenêtre d'opportunité pour Sainte-Louise, recevoir. la chaîne des Appalaches pour Sainte-Louise n'était pas importante. La première crête était protégée, puis la deuxième crête, en fait, c'était pour offrir une fenêtre d'opportunité pour la municipalité, là, pour accueillir des éoliennes. Mais il y a personne qui nous a demandé notre avis là-dessus. non, mais ça, je vais vous dire que c'est un règlement de base. C'était dans un premier temps là, pour une première action d'urgence. Là, la municipalité, elle a cheminé depuis l'adoption du RCI. Puis là, je pense qu'ils ont... vous allez voir qu'il y a un cheminement qui est fait avec la municipalité, puis ils souhaiteraient... parce qu'un RCI, un règlement contrôle intérimaire, c'est possible de le modifier. On le fait, là. Donc, il y a eu un premier RCI. On n'a pas eu l'avis du ministère. On a eu un avis défavorable du ministère des Affaires municipales. On l'a modifié. Là, on a eu un avis favorable. Actuellement, c'est une base, c'est un minimum. Les municipalités pourront éventuellement être plus sévères. Puis Sainte-Louise, actuellement, chemine et je crois que la municipalité, il y a un intérêt à venir protéger l'entièreté de leur territoire. Donc, nous, la MRC, via une résolution, si on reçoit une résolution de la municipalité, on pourra modifier le RCI. C'est quelque chose qui est très, très simple. C'est pas très long. Puis, la démarche est beaucoup plus rapide qu'une modification d'un schéma. Peut-être je pourrais vous laisser, M. Dubé, dire quelques mots, peut-être sur le cheminement que vous avez fait au niveau de la municipalité. OK. C'est sûr que depuis le printemps, on a des gens qui viennent, qui nous interpellent là, dans la salle à tous les réunions, puis on les écoute. Puis on voyait et tout dans l'RCI qu'il y avait des lacs qui étaient protégés, même si, là, mettons, dans Tourville, là, même si les autres ont le droit d'accueillir des projets éoliens, il y avait des lacs qui étaient protégés, puis on s'était pas sûr que nous autres, le lac des Prairies, le lac italien, il n'y avait rien de protégé. Fait que là, ça nous a allumé une lumière, fait que on a probablement là, qu'on écoute les gens, puis on suit le processus, là, si on veut protéger ces lacs-là, probablement que c'est ça qui est... Ça va vivre, c'est pas ça qui va arriver. Fait qu'il ne restera rien. À Sainte-Louise? Ouais. Non. Bravo. Bravo. Je veux dire, on va le voir avec le reste des dispositions qu'on va vous présenter. Le lac des Prairies est quand même relativement protégé en ce moment. Je vais vous montrer une carte un peu plus loin qui montre les autres éléments qui sont dans le règlement. Mais c'est sûr que ce serait possible de modifier le secteur d'incompatibilité pour entièrement inclure la municipalité de Sainte-Louise dedans. Oui, excusez, je voulais pas. Ben, je veux juste savoir, la frontière, c'est quoi? Euh, C'est la limite de la municipalité. On sent la mort. Désolé, ouais, effectivement, pour situer un peu le monde, j'ai réalisé, je prévoyais le faire. Vous avez ici le fleuve en haut. L'autoroute 20 est là, Le ici. quatrième rang ici. C'est ça, le quatrième rang est là, mais vous avez le fleuve ici, municipalité de Saint-Roch. Saint-Damas, c'est ici. Fait que vous avez vraiment le cadre là, c'est la municipalité de Sainte-Louise. Cette projection-là va revenir plusieurs moments, puis vous avez le nom des rues un peu pour vous repérer. Fait que c'est ça. Le quatrième rang ici, vous avez le chemin Pinguet. Le sixième rang, Saint-Damas qui est là. Puis en haut, c'est le fleuve là, ici. Donc c'est une projection avec le fleuve vers le nord et la frontière américaine au sud. Si je comprends bien, c'est juste la pointe qu'on voyait, parce que l'autre bord de la frontière, c'est en bas, c'est Saint-Damas. Ouais. C'est ça. En fait, tantôt, tu disais Saint-Damas, mais tu montrais complètement à gauche, tandis que Saint-Damas, c'est tout à fait en bas. Ben, Saint-Damas, dans le fond, ici, ouais, c'est ça. Ouais, C'est c'est la, ça. carte, la carte est comme virée de bord un Ah, peu. c'est Là. ça, ce qui fait Ouais. que c'est le Actuellement, où il y aurait, en vertu du règlement actuel, où techniquement les éoliennes seraient permis, puis là, c'est pas la carte finale, là. Il y a d'autres distances séparatrices, fait qu'on va les voir plus loin, mais si on prend juste le territoire d'incompatibilité, c'est là actuellement qui n'est pas dans le territoire d'incompatibilité, donc le territoire où d'office les éoliennes ne sont pas interdites. Je vais quand même passer à travers les distances séparatrices pour présenter la carte finale là, avec toutes les distances. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, tu avais une quinzaine d'années, il y avait déjà un promoteur qui avait approché Sainte-Louise, il y avait déjà eu des études de vent qui avaient été faites. Puis, le promoteur était prêt à mettre des éoliennes, ça veut dire que probablement que le vent était là, le potentiel était là. Et dans ce temps-là, c'était un projet d'une usine d'éoliennes à 2 MW, à peu près un projet de 24 MW à peu près.
Puis là, tous les projets qu'on voit à date qui sont lancés, là, c'est tout du 300 et du 400 MW. Donc là, ils veulent avoir des gros, du gros potentiel. Là. Les éoliennes sont rendues à 5 MW, sont divisées, puis sont rendues à 300 mètres de haut, 1150. Fait que là, ça change tout le dynamisme de ça. C'est pour ça qu'on écoute les gens, puis la réflexion se fait. C'est gros, c'est long, 600 pieds. Hein. Oui. C'est une montagne en plus. Ouais. Un 42 trocs de ciment. On continue. Ouais, fait que je poursuis. On comprend que tu sais, la territoire qu'on vous a présentée peut être modifiée effectivement. Donc, un élément de contrôle intégralement, oui, c'est temporaire, mais tant qu'il n'y a pas l'intégration dans le schéma, l'intégration localement peut être modifiée. Donc, on peut modifier la carte, puis une modification du territoire de compatibilité. À moins qu'on touche au territoire public, peu probable qu'on ait une opposition du côté gouvernemental. Donc, On est tout en privé. c'est ça, oui. Donc, les distances séparatrices prévues, donc, il y a le territoire d'incompatibilité, mais il y a aussi, pour le reste du territoire qui n'est pas dedans, c'est pas un free-for-all, on ne peut pas les mettre n'importe où nécessairement. Fait qu'il y a plusieurs distances séparatrices qui sont prévues face à des éléments sensibles. Je les présente en rafale, puis je vais vous présenter pour Sainte-Louise ce que ça donne concrètement quand on met toutes ces distances-là une par-dessus l'autre. Fait qu'il y a le périmètre d'urbanisation, donc les cœurs villageois, qui est un 1500 mètres. Là. Dans le cas de Sainte-Louise, il est bien situé dans le territoire d'incompatibilité, mais pour les municipalités du Sud ou qui ne sont pas dans ce territoire-là, il y a quand même 1500 mètres autour de tout, où il y a le cœur du village qui s'applique. 500 mètres des secteurs de villégiature, donc dans le cas de la MRC, c'est majoritairement des lacs, un cours d'eau où il y a une concentration de chalets, qui a un 500 mètres vu qu'il y a beaucoup d'habitation à ce moment, à ces endroits-là. Les secteurs d'intérêt écologique, secteurs de conservation, donc il y en a quelques-unes dans la MRC. Donc je parlais tout à l'heure, par exemple, de l'aire du cerf de Virginie, qui est en terre publique. Sur 300 mètres de bande de protection autour de ces secteurs-là. Paysage d'intérêt régional, qu'est-ce que c'est? Quand le schéma a été fait en 2010, il y a eu une identification de routes panoramiques, donc des routes qui sont remarquables par leur paysage, par les différents éléments paysagers, les prises de vue qu'il y avait à ces endroits-là. Puis il y a des points plus précis, par exemple certaines chutes ou un point de vue vraiment spectaculaire, particulier. Donc il y a eu cette identification-là, cet inventaire qui a été fait. Nous, on jugeait pertinent de protéger ces paysages-là. Donc il y a un 1500 mètres qui a été mis autour de ces éléments-là. Puis un 15 mètres autour des cours d'eau. Oui. 15 mètres des cours d'eau, est-ce que c'est appuyé sur des études qui prennent en compte les cours d'eau dans c'est la bande riveraine puis tout, là, parce que me semble 15 mètres, c'est pas beaucoup. Le 15 mètres, c'est sûr que c'est calqué un peu sur le minimum qui est prévu par les règlements. Donc la bande riveraine minimale, c'est 10 mètres. C'est 10 mètres normalement, puis dans les cas de pente, c'est un 15 mètres de bande riveraine minimale. Je ne dis pas que le 15 mètres est remarquable, c'est le minimum effectivement. Est-ce que vous calculez les eaux souterraines, c'est-à-dire celles qui alimentent les pluies? Donc quand on parle de cours d'eau, on parle de cours d'eau, donc de lacs, de rivières, qu'on voit en surface. Donc il n'y a pas de distance séparatrice prévue nécessairement. Ok, d'accord. Moi j'ai un exemple où j'habite en haut. Sur le voisin, il y a un petit lac, ouais. Mais dans les faits, c'est une ligne de source qui descend jusqu'au rang. Est-ce que ça, c'est considéré comme un cours d'eau? Si c'est souterrain, pas en partie? Ben, l'eau, la partie qui est en j'ai passé 10 ans à Riverville, la Côte-du-Sud. Les eaux souterraines, c'est important. Oui. Hein? Oui. C'est juste une question. Oui, non, mais c'est ça. C'est une préoccupation Je intéressante, mais ça comprends. n'a pas été traité dans Non. le cadre Non, de ben c'est ça, c'est pour ça que je le dis. Oui. Vous faites bien de le soulever. Moi, j'aurais peut-être une question. Ouais. Mettons, tu dis périmètre d'urbanisation, 1500 mètres. Ouais. Mettons que quelqu'un voudrait s'opposer à ça, puis voudrait que ça soit, je ne sais pas, n'importe quoi. 6 km. Dans ce temps-là, il faut qu'il y ait la MRC pour ça, pour faire une demande de notification. Ça vient absolument d'une municipalité, ça, oui. Ben, ça peut venir d'une municipalité, mais nous, c'est sûr que quand on va l'intégrer dans le schéma, toutes les normes qu'on présente aujourd'hui vont être quand même réévaluées.
Tu sais, le 1500 mètres, tu sais, on voyait, tu sais, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est vu que c'est un règlement un peu plus dans l'urgence, tu sais, on voulait prendre le temps par la suite d'évaluer pour notre région, mais vu qu'on voulait quelque chose d'un peu plus dans l'urgence, on a un peu regardé ce qui se faisait ailleurs dans les autres MRC, dans les autres municipalités à l'échelle du Québec. 1500 mètres, c'est pas ce qu'il y a de plus. C'est pas ce que c'est dans les plus hauts, là, quand même, dans ce qui se fait dans les autres réglementations. On pourrait prévoir potentiellement plus haut dans une future norme, effectivement, mais c'est pas. On est en train d'évaluer ça, là, quand même. Ça va venir éventuellement là, dans la révision de schéma, l'évaluation de ça. Quand on parle de distance séparatrice, c'est vraiment à partir du centre du poteau, puis du mât, jusqu'à l'objet, mettons le cours d'eau. Mais si le mât il fait déjà 30 pieds de diamètre, plus la base à 100 pieds, je sais pas. Ben, c'est à partir de. Plus la largeur des pattes. Ouais. C'est à partir de l'infrastructure. Là. Fait que s'il y a une base, c'est à partir de la fin de l'infrastructure. Parce que dans le règlement, c'est à partir du centre du poteau. Là. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est ça, là, ça marche pas. On est dans l'eau. Juste pour couler la base, on est dans l'eau. Je comprends le point. Ah, ok, oui, je comprends. Okay, oui. Le 15 mètres, on est dans l'eau, c'est ça. On est dans l'eau. Oui, Ouais. oui, je comprends, c'est ça. Je comprenais pas le lien avec l'eau, c'est ça qui me mélangeait. Mais oui, je le comprends. Oui. Ah, c'est un très bon point. Fait que nous autres, on retient vos préoccupations, puis ça va faire partie de la prochaine réflexion qu'on va discuter avec les élus, parce que là, comme on l'a mentionné, on a eu une première mouture de RCI, on a eu un avis défavorable, on a adopté un deuxième RCI, là, il rentre en vigueur. Là, avec les préoccupations qui viennent avec Sainte-Louise, il va y avoir peut-être éventuellement une modification qui sera amenée, puis il va y avoir une évolution aussi. Il va y avoir des discussions qui vont être faites avec les élus. Puis ça va cheminer. Donc, c'est vraiment une base minimale, oui, qui a été faite en urgence. Puis on va la confiner. Donc, en raison, en fait, avec les différents enjeux qui sont soulevés, les préoccupations citoyennes qui sont amenées. Donc, ça va évoluer là, avec le temps. Juste pour clarifier une chose, Oui. les distances qui sont à présenter ici, c'est un minimum. Oui. Et qu'on peut aller à, je sais pas moi, 3000 mètres ou quelque chose comme ça. Là. Mais éventuellement, là c'est un règlement de contrôle, c'est-à-dire que c'est opposable directement aux citoyens. C'est-à-dire que demain matin, mettons, le promoteur voudrait venir construire une éolienne, un projet éolien, ben, il faut qu'il demande un permis à l'inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité. Puis, pour obtenir son permis, l'inspecteur doit regarder les règlements d'urbanisme, dont le règlement de zonage actuellement en vigueur dans votre municipalité, et doit regarder aussi les dispositions du règlement de contrôle intérimaire. Donc, il y a les règlements d'urbanisme que vous avez en vigueur, plus il doit regarder le règlement de contrôle intérimaire pour émettre son permis. Donc, si le règlement de contrôle intérimaire exige une distance, mettons, de 1500 mètres du périmètre urbain de Sainte-Louise, puis que le promoteur prévoyait s'approcher à 1000 mètres, ben, il n'aura pas son permis. Donc, il devra être à 1500 mètres minimum. Donc, il devra refaire son projet ou réévaluer son projet en fonction des normes. Donc, c'est la même chose. Là, actuellement, le cours d'eau, c'est 15 mètres, mais s'il y avait augmentation de la distance par rapport à un cours d'eau, je ne sais pas moi, 100 mètres ou 300 mètres, bien là, l'inspecteur, il appliquerait directement le RCI. Si on modifie le règlement de contrôle intérimaire, bien, aussitôt qu'il rentre en vigueur, il est déjà opposable au promoteur. Donc, c'est-à-dire que le promoteur devra tout de suite tenir compte du 300 mètres si jamais on modifie. Mais ça, le 300 mètres était décidé avec la MRC. Actuellement, au niveau d'un règlement de contrôle intérimaire, c'est au palier de la MRC. OK. Mais est-ce qu'une municipalité peut décider, elle, d'être plus sévère? Oui. Elle pourra, on va en parler tout à l'heure. Guillaume Saint-Jean va vous expliquer un petit peu comment une municipalité peut. Là, on vous parle du cadre régional, on vous a parlé du cadre provincial, le cadre régional. Après ça, on va vous parler du cadre local, puis du pouvoir qui appartient à la municipalité. La municipalité peut être plus sévère qu'une MRC. OK. C'est ça. Je suis revenu sur, parce qu'on n'en parle pas plus tard, c'est un peu ce que j'ai mentionné tout à l'heure, de dire éventuellement ces normes-là qui sont dans les RCI, on le dit, vont être intégrées au schéma. Et lorsqu'il y a intégration au schéma, les municipalités ont une obligation à l'intérieur d'un certain délai d'intégrer ces normes-là minimales à l'intérieur de leur règlement. Fait qu'une municipalité pourrait décider,
Puis la municipalité a l'obligation d'être ce qu'on appelle en conformité, donc de répondre aux normes minimales qui sont prévues au schéma. Fait qu'une municipalité qui aimerait, qui adopterait un élan de zonage, puis des normes plus sévères que ce qui est au schéma, serait quand même conforme au schéma, puis son règlement serait valide à ce moment-là, puis entrerait en vigueur. Fait que c'est à cette étape-là, justement, que la municipalité peut se permettre d'être plus sévère. Oui, je pourrais peut-être rajouter, par exemple, mettons deux municipalités là, voisines, vous avez Saint-Louis, vous avez Saint-Damas à côté. Donc, lorsque là, le RCI est déjà en vigueur, il y a des normes minimales de base. Lorsque ça va être intégré au schéma d'aménagement, la municipalité pourra modifier son règlement de zonage, puis elle pourra être plus sévère. Donc, elle ne pourra pas être moins sévère, donc elle va devoir intégrer les normes que vous voyez là, à l'écran, 1500 mètres de son périmètre urbain, etc. Mais elle pourrait, par exemple, si elle trouve que le cours d'eau, 15 mètres, c'est insuffisant, la municipalité de Sainte-Louise pourrait dire, moi, je veux une protection plus grande pour mes cours d'eau. Et elle va être conforme au schéma d'aménagement. Si Saint-Damas, elle considère que 15 mètres, c'est amplement suffisant, elle pourra rester à 15 mètres, mais elle ne pourra pas aller à 10 mètres. Et si jamais la MRC, elle, veut offrir un cadre pareil aux 14 municipalités du territoire qui disaient, nous, c'est 100 mètres ou 300 mètres d'un cours d'eau, puis qu'on modifie le RCI, bien, Saint-Damas, qui voulait maintenir ça à 15 mètres, ne pourra plus le maintenir à 15 mètres. Elle va t'obliger d'avoir 100 mètres si la MRC dit 100 mètres ou 300 mètres si la MRC dit 300 mètres. OK. Je sais pas si, est-ce que vous comprenez? Donc, C'est très clair. fait que la MRC peut imposer un cadre plus strict à l'ensemble des municipalités, mais elle offre une base, elle peut offrir une base encore plus sévère, mais si c'est pas assez sévère pour une municipalité, la municipalité pourra de son propre chef être plus sévère que la MRC, mais pas moins sévère. Je continue. Ouais. Pour revenir sur les distances séparatrices, il y a un 500 mètres qui est prévu minimum autour des habitations. Une autre disposition qui concerne les habitations, c'est que si un promoteur souhaite installer une éolienne à moins de 1000 mètres d'une habitation, il doit produire une étude de bruit pour veiller à ce que le bruit qui sera causé par l'éolienne ne soit pas supérieur à 50 décibels, 45 décibels selon le moment de la journée. Donc, pour justement veiller à ce que le bruit qui va être créé n'impacte pas de façon trop importante la santé ou la qualité de vie des gens qui ont des habitations. Donc, à 500 mètres, pas possible. Puis, entre 500 mètres et 1000 mètres, il y a l'obligation de produire, de fournir à l'inspecteur cette étude, cette modélisation de bruit qui atteste que le bruit ne dépassera pas 50-45 décibels selon le moment de la journée. Donc ça, c'est pour les habitations. Les immeubles protégés, quand on parle d'immeubles protégés, c'est des terrains de camping, des théâtres, des golfs, donc des immeubles à portée plus touristique, villégiature, c'est un 1000 mètres. Dans le cas de la MRC, le seul immeuble que ça touche, parce qu'ils sont presque tous au nord, là, les immeubles protégés, c'est le club de golf de Saint-Pamphile, qui a un 1000 mètres autour, puis 5 mètres des lignes de terre. Pour les voies de circulation, j'en ai dit un mot tout à l'heure, on a un 1500 mètres autour de la majorité des routes nationales, donc les routes numérotées, donc la 20, la 132, qui sont déjà dans le territoire d'incompatibilité dans tous les cas, la 204 et la 216. On a un 500 mètres de la route qui est la 285 et un 250 mètres des routes locales et du tronçon nord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, bon là ça fait beaucoup de couleurs, là. Quand je le disais tout à l'heure, c'est un peu ça la superposition des différentes distances séparatrices. Donc, pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, je vais prêter ça, vous voyez après la carte avec tout ça uni, mais je vais passer distance séparatrice par distance séparatrice pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça donne. Je parlais tout à l'heure des paysages d'intérêt régionaux, des routes panoramiques. Nous, à l'intérieur du schéma, la route à Bédard, c'est identifié comme une route panoramique. Donc, il y a un 1500 mètres autour que vous voyez ici en vert. Il y a le périmètre urbain qui est déjà à l'intérieur du territoire d'incompatibilité, mais qu'on voit un peu assuré en rouge, un peu plus foncé. Il y a le 250 mètres des routes locales. Donc, ici, vous voyez qu'il y a un chemin, mais c'est un chemin qui est privé, qui n'est pas une route qui appartient à la municipalité. Donc, en vertu de la définition du règlement, il n'est pas touché. Mais vous avez bien entendu le 4e rang, le chemin du lac des Prairies, le chemin Pinguet, qui a un 250 mètres de bande protégée, là, de distance séparatrice. Et le 500 mètres habitation,
Ça, c'est la meilleure donnée qu'on avait sur où il y avait précisément des bâtiments, des habitations sur le terrain. Donc ça, c'est un 500 mètres qui a été mis autour de ça. Pour vous donner un peu une idée, là, toutes les ronds bleus que vous voyez, c'est toutes des places où il y aurait des maisons, des bâtiments d'habitation. Donc c'est pour représenter un peu le 500 mètres. Ce qui fait que concrètement, à Sainte-Louise, si on prend le territoire d'incompatibilité, toutes les distances séparatrices qui sont prévues au règlement, c'est ça le portrait. Ça signifie que les seuls endroits où on peut avoir des éoliennes sur le territoire de Sainte-Louise actuellement, là, avec le règlement qu'on a en vigueur en ce moment, c'est le secteur que vous voyez ici. Donc, oui, il y a le lac italien, mais vous avez toutes les montagnes ici un peu, les terres forestières. Le lac des Prairies, il y a quand même une bonne bande autour en vertu des différentes distances séparatrices, ce qui fait qu'il ne pourrait pas en avoir à trop grande proximité du lac des Prairies ou des autres lacs que vous voyez ici. Donc, c'est ce secteur-là. C'est un secteur avec quand même des terres privées, donc je ne sais pas si on voit très bien les lignes de l'eau, les limites de l'eau. C'est clair qu'on ne les voit pas très fortement, mais j'attire l'attention pour dire qu'ultimement, un promoteur qui voudrait s'installer ici à Sainte-Louise devrait prendre entente avec chacun des propriétaires privés dans ce secteur-là pour installer une éolienne. Donc, dans tous les cas, ça ne peut pas être imposé à un propriétaire privé de dire on va exproprier ton territoire, on t'impose une éolienne. Il y a une entente qui doit être faite dans tous les cas. Donc, c'est ça un peu le portrait avec les différentes distances séparatrices. Vous voyez également du côté de Saint-Damas, le chemin Pinguet, le 6e rang ici, qui a quand même une certaine protection parce qu'il y a des habitations, parce qu'il y a la route locale et tout. Terre agricole. Fait que, je le passe un peu plus vite. Je n'irai pas dans le détail pour ces normes-là, mais il y a aussi des normes sur, comme je le disais tout à l'heure, l'obligation d'une étude de modélisation du bruit pour un projet qui est à proximité de résidence ou de secteur de villégiature. C'est une bande autour de 1000 mètres. L'apparence des éoliennes, pour s'assurer que ce soit des éoliennes qui ont une apparence standard, qu'il n'y ait pas de lettrage ou de publicité là-dessus. L'enfouissement des fils, sauf si ça passe à travers des cours d'eau, des milieux humides. La largeur maximale des chemins d'accès, donc une fois les éoliennes construites, qu'on n'ait pas des chemins de 30 mètres de large. Puis démantèlement, la mise en état qui est un peu ce qui est déjà prévu par le gouvernement, donc on ne va pas nécessairement au-delà de ce qui est déjà imposé comme condition pour les promoteurs par le gouvernement. Donc, les promoteurs sont responsables du démantèlement? Oui, c'est ça qui est prévu par le règlement, effectivement. À moins qu'ils vendent entre-temps. Ils vendent Oui. qu'ils fassent faillite. Oui, effectivement. Ils font faillite. Oui, c'est ça. C'est au règlement, mais on n'est pas... le règlement ne peut pas imposer qu'il y ait un gros fonds prévu d'avance pour ça. Ça, c'est plus des conditions que le gouvernement provincial est en mesure d'imposer. C'est pour ça que je dis qu'on ne va pas au-delà de ce que le gouvernement prévoit déjà là-dessus. Parce que, tu sais, il y a 42 trucks de ciment, là. Ça se démantèle pas. Pour enlever ça, là. Oui, effectivement. La remise en état du lieu est plus difficile après. Ce qui est prévu, c'est pas l'enlèvement complet, là. Ben, c'est ça qui est prévu au règlement. Ce qui est prévu, c'est la remise en état au naturel. Ouais, c'est juste enlever 5 pieds de dalle, mais on laisse 20 pieds de profond de dalle. Ben, normalement, c'est sûr que les fils et tout doivent être désenfouis, mais en certains sens, ça se peut aussi que les infrastructures laissent une trace sur le territoire, effectivement. Là, on n'est pas, Parce que dans le règlement, on parle juste d'arasement. Ça veut dire qu'on ne touche pas à la dalle. On fait juste crasser pour emblayer, puis on laisse ça là. Tu veux dire, ils emmènent la terre avec... Ouais, ils font juste, tu sais, c'est profond, c'est immense cette dalle-là. Qu'un vestige débris fait l'enfoui. Une autre partie de l'éolienne ne peut être laissée sur place. C'est ça que ça prévoit. En principe, moi, ma lecture, c'est que s'il y a une dalle de béton, elle doit être retirée parce qu'il n'y a aucun vestige de l'éolienne qui peut demeurer. Ouais, mais il parle d'une version apparente. Une version visuelle et apparente. C'est nuancé. Ben, la phrase, on peut le lire. Oui, on peut la lire. Ça dit c'est dans le cas du démantèlement d'une éolienne, aucun vestige, débris, fil enfoui ou autre partie de l'éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire de l'éolienne, par exemple les fils souterrains inutiles, ne peut être laissé sur place. La disposition de tout élément formant l'éolienne ou ses accessoires est de la responsabilité du propriétaire de l'éolienne. Le site doit être remis à son état naturel.
Donc, c'est ça qui est prévu. Ma lecture est que s'il y a une dalle de béton, si le site doit être remis à son état naturel, doit être retiré, ça constitue également un vestige de l'éolienne. Fait que si on se fie à cet article-là, ça devrait être retiré. Puis ça peut-tu être nommé? La fondation doit être enlevée complètement? Parce que là, c'est pas clair. OK. Oui. Parce que partout, là, c'est juste de l'arasement. Mais tu sais, s'ils amènent de la terre par-dessus, il est disparu, sinon. Regarde à lever la main, c'est quoi ta question, Marie? Ouais, ma question, c'est concernant la modification du règlement de zonage qui va avoir lieu incessamment. Il faudrait quand même faire ça rapidement pour protéger le reste des secteurs qui sont encore disponibles pour un éventuel projet. À ce moment-là, c'est qui, puis c'est quoi, puis c'est quand qu'il faut faire ça? La procédure. C'est ça. Nous, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est à partir du moment où la municipalité nous adopte une résolution où elle demande à la MRC de modifier son règlement de contrôle intérimaire pour protéger, rajouter dans le territoire incompatible le reste des secteurs dans la municipalité. Nous, on peut à ce moment-là adopter un règlement très rapidement. C'est pas une grande modification réglementaire. Là. On parle si c'est juste modifier la limite du territoire de compatibilité sur le changement d'une carte. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où la MRC adopte un règlement, moi, la façon que je vois, ça serait possible, dès que la municipalité nous envoie la résolution, de l'adopter au conseil d'après ou l'autre Donc, le conseil du 9 septembre, on pourrait faire une adoption. Là. 2 secondes. 9 septembre, le conseil de la municipalité. Non, ça va au début. Le prochain conseil des maires est début octobre. Potentiellement, si la municipalité adopte au conseil d'avant, conseil municipal, une résolution qu'on la reçoit, oui, le 8 octobre, ça serait possible d'adopter, nous, la modification au RCI. Par la suite, nous, à partir du moment où on adopte la modification au RCI, il y a quand même 2 mois avant que ça entre en vigueur, parce qu'il faut, minimum, parce qu'il faut l'envoyer au ministère, puis le ministère nous donne son aval pour qu'il entre en vigueur. Fait que ça serait réaliste de dire que d'ici le début de l'année 2025, on a un RCI modifié. Là. Ça serait... niveau échéancier, ça serait entièrement possible. Puis par la suite, conserver ça lorsqu'il y aura intégration au schéma et par la suite dans les règlements locaux d'urbanisme. La municipalité, nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est simplement une résolution dans laquelle le conseil municipal nous fait la demande de modifier le règlement de contrôle intérimaire. De toute façon, on leur fait confiance. Non, mais C'est sûr que changer la ligne, c'est tellement possible. Mais demander, mettons, de changer des distances séparatrices, mais là ça passe avec mon conseil. Ça va passer pareil au conseil, mais ça pourrait être peut-être plus Parce que modifier ça affecte tout le monde. Mais si ça devient incompatible, il n'y a plus de question de Oui, distance. parce que de toute façon, si le territoire est entièrement protégé, on n'a plus besoin des distances séparatrices. non. Fait qu'on ne va pas le baisser qu'à changer les distances séparatrices. Quand même, la dernière section. Le 15 mètres de cours d'eau, c'est plus important parce que là, Là, il y a tout est traité. voilà, c'est ça. Puis aussi, l'autre chose, c'est que, admettons qu'il y a une loi puis un règlement qui se fait sur justement le démantèlement. Ce qui est écrit dans les contrats, admettons, des entrepreneurs, si c'est pas la même chose, ça se peut aussi qu'ils laissent ça parce qu'on a su que dans d'autres régions, ils ont laissé là les éoliennes, puis ça a fait des dégâts considérables sur les terres. À ce moment-là, est-ce que dans le fond, un règlement ou une loi, dans le fond, où le promoteur, il peut s'en dispenser s'il fait faillite ou s'il part dans un autre pays ou s'il disparaît dans un. C'est sûr qu'en vertu du règlement, les pouvoirs que ça donne, le règlement, c'est de mettre l'entreprise en infraction, demander des amendes, puis potentiellement, c'est si la construction, par exemple, qu'un promoteur fait une demande de permis, on dit non, la demande ne respecte pas, et décide quand même de construire une éolienne, on peut, en vertu des pouvoirs par la loi et du règlement, demander la destruction de l'éolienne, mais dans un cas justement où un promoteur s'installe, construit son éolienne, le président fait faillite, je ne peux pas vous mentir, c'est sûr que le règlement ne donne pas une grande pogne à la MRC pour imposer à une entreprise qui fait faillite de démanteler ces installations. Ça serait vous mentir de dire. En fait, c'est pas la MRC, c'est-à-dire que le règlement de contrôle intérimaire, c'est par le biais de la municipalité qui
qui agit. Donc, c'est-à-dire que l'inspecteur, s'il émet un permis à un promoteur, que le promoteur ne respecte pas les dispositions, il pourra avoir un constat d'infraction. Mais on s'entend que le montant n'est pas très élevé. Là, une municipalité pourrait aller jusqu'à aller demander une ordonnance aussi de la Cour pour demander un démantèlement. Mais bon, là, encore là... Mais pour prévoir ça, justement, pour ne pas tomber là-dedans, il doit y avoir quelque chose. C'est là que je vais avoir. Je ne penserais pas qu'un promoteur va. Je pense qu'un promoteur, tel qu'on les voit, là, vont respecter les dispositions du cadre normatif. Là. Ça, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est sûr qu'à la fin, dans 30 ans, dans 15 ans ou 20 ans, lorsque les infrastructures seront désuètes, là, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, il va peut-être avoir des poursuites. Là. Si ce n'est pas démantelé, ben, les municipalités pourront envoyer des constats d'infraction aux entreprises visées. Puis, on ne va pas tomber là-dedans. L'infraction, c'est 1 000 pour... c'est 2 000 pour une personne morale. Pour chaque, je pense que c'est chaque jour une offense séparée. Là, fait que ça peut aller jusqu'à 2 000 On comprend le crainte un peu. Oui. Les promoteurs, oui, je répondais. C'est ça. Je répondais spécifiquement au montant de l'amende. C'est quand même qui n'est pas 2 000 $ par jour si la municipalité veut l'émettre, mais effectivement, pour le démantèlement, je comprends l'inquiétude qui est valide dans mon sens. La durée de vie n'est pas longue. Quand 30 ans, là, ouais. La solution la plus simple, finalement, c'est de ne pas les laisser dans le construire. Quoi? Oui, là, c'est un gros enjeu au niveau provincial ici. D'autant plus que, si je comprends bien, on n'a pas un énorme territoire à offrir à un éventuel promoteur. Fait que, tu sais, on a beau jeu de dire non partout. T'sais. À mon avis, s'il y a des projets qui vont s'installer dans la MSC d'Isle, à mon avis, ils vont s'installer en terre publique. En terre publique? Oui, parce qu'ils n'ont pas négocié avec des propriétaires privés, un par un, et c'est beaucoup moins restrictif parce que les municipalités ne peuvent pas interdire complètement les éoliennes en terre publique. Donc, c'est plus ça que... Est-ce qu'on en a beaucoup là de ça? Oui, vous allez voir, on a vu tantôt il y il n'y en a pas à Saint-Louis, il y en a dans la MRC. Fait que dans le fond, c'est les sections en vert. Fait que pour vous localiser un peu, vous avez le fleuve ici. Sainte-Louise est là avec la rue principale ici. Saint-Damas, le cœur du village, est là. Tourville, c'est là. Sainte-Perpétue, là. Saint-Pamphile, ici. Saint-Adalbert, c'est à peu près là. Saint-Marcel, ici. Saint-Cyril, c'est ici. Fait que le territoire public, c'est où c'est ce que vous voyez en vert. Fait qu'il n'y en a pas à Sainte-Louise. Il y en a plus dans ce qu'on appelle le plateau, les hauts, là, dans le sud de la RC. Il y en a-tu à Saint-Damas? Oui. Oui, j'ai une autre question justement sur les terres publiques. Dans le fond, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ces terres publiques, à part mettons, une mobilisation citoyenne. Là, ça pourrait ralentir les projets, mais on n'a pas trop de pouvoir, là, même municipal, même provincial. Le règlement de contrôle des distances séparatrices qu'on présente s'impose. Ils sont quand même valables en terre publique. Là, même si c'est en terre publique, ils doivent respecter la réglementation que la MSC a adoptée. C'est juste que en terre publique, si le gouvernement juge que le territoire est compatible, on ne peut pas, nous, entièrement l'empêcher. On voit qu'il y a des limites qui s'opposent à un règlement qui a été entièrement l'empêcher. Mais toutes les distances séparatrices qu'on présente, effectivement, sont quand même valides en terre publique. Mais c'est ça, effectivement, généralement, les promoteurs essayent d'avoir des projets qui ont l'acceptabilité sociale et font des consultations. Il y a le BAP exactement aussi, s'il y a une grosse mobilisation populaire qui peut aller s'exprimer. C'est ça les mécanismes qui sont actuellement privés à l'échelle provinciale. Là, niveau acceptabilité sociale. Oui, tout à fait. Puis il y a quand même, au niveau des terres publiques, évidemment, Guillaume le mentionnait, ils doivent respecter les écosystèmes forestiers exceptionnels, les habitats fauniques, etc. Donc, ils ont quand même des normes à respecter, mais c'est sûr qu'ils doivent respecter aussi les normes que nous autres on met, mais ils ne veulent pas trop. Le 1500 mètres, on nous a demandé de le retirer, de diminuer à 500 mètres. Donc, il ne faut pas trop les restreindre au niveau des terres publiques. C'est sûr qu'il y a toujours le BAP pour se faire entendre, effectivement. Puis, ce que je tiens à souligner aussi, c'est que
Là, on le voit un peu sur la carte, c'est pas entièrement du free-for-all. Le gouvernement prévoit quand même dans sa planification certaines obligations que vous pouvez aller voir. Là, ce que je vous présente, la carte, c'est une carte publique, c'est dans l'analyse territoriale du volet éolien de la région Chaudière-Appalaches. Pour les différentes zones, en vertu des particularités du territoire, par exemple, nous, dans l'île, on a la zone 2.10, 2.11, 2.9. Le gouvernement identifie pour chacune des zones certains paramètres, advenant qu'il y a des projets éoliens qui veulent s'installer, qui s'imposent. Je ne les connais pas par cœur en date de ce soir. Vous pourriez aller consulter le document. Si vous avez des questions plus précises à ce niveau-là, nous les faire parvenir. Mais il y a certaines conditions dans cette analyse-là, dans ce document-là, qui dit que c'est des territoires compatibles avec l'harmonisation qui sont privés également. Peut-être on peut glisser un mot qu'il y avait un projet qui avait été de EDF qui avait été il y a un projet qui, tu sais, dans le dernier appel d'offres qui a été lancé, il y a un projet qui a été déposé qui touchait partiellement notre MRC, qui chevauchait Lillet et Montmagny. Pour situer un peu, je vais sortir la carte ici parce qu'on voit mieux. C'était un projet qui avait quelques éoliennes en terre publique ici et en partie dans la MRC de Montmagny. Donc, par exemple, s'il y a un lac, que j'oublie le nom fait comme ça, mais il y a le 500 mètres qui devait quand même être respecté autour de ce lac-là parce qu'il était dans notre RCI. Mais c'était quelques éoliennes, puis vraiment c'était en territoire public à ce moment-là. Le projet n'a pas été retenu ultimement, parce que dans l'appel d'offres, il y a eu 2 projets qui ont été, c'était par zone, il y a eu 2 projets qui ont été déposés dans la zone de Montmagny. L'autre projet qui a été déposé a été retenu. Fait que le projet d'EDF qui prévoit quelques éoliennes à s'insérer n'a pas été retenu. As-tu de plus satellite l'année? Hein? As-tu de satellite l'année? Oui. Puis c'est bien ce que tu soulignes, Guillaume, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un petit lac à Saint-Cyril. Puis il y avait, nous autres, on avait une disposition là, une distance séparatrice qui s'appliquait autour du lac, qui touchait les terres publiques. Et puis cela, le ministère n'a pas émis d'objection à cette. Donc, il accepte un petit peu certaines conditions. Pas énorme. Non, c'est ça. Pseudo-démocratie. Mais il l'accepte au sens où il faut être en mesure. Je nous demande de justifier cette distance séparatrice-là, parce que je pense que le gouvernement ne veut pas qu'on l'interdise complètement sans motif. On a eu avec un motif où on a telle sensibilité, telle particularité, il y a une ouverture là, à ce qu'il y ait des dispositions dans un règlement régional là, qui s'applique à ça. Puis le promoteur avait. Le positionnement des éoliennes. Il est à distance. L'ensemble des dispositions. Ouais. Dominique, vas-y. Juste une question par rapport aux aires protégées, les aires de conservation, aux valeurs écologiques, ça se situe où là, dans notre MRC? C'est où qu'il y aurait des restrictions par rapport C'est ce qu'on voit en orange sur cette carte-là. On les voit, c'est surtout en terre publique qui sont là. On a un peu le lac Leverrier ici qui se situe hors du territoire public, mais c'est les secteurs qui sont identifiés en orange ici. Puis il y a 1 ou 2 secteurs, je pense aussi que c'est des secteurs de conservation qui sont identifiés au schéma, mais je pense que c'est sensiblement là, toutes les zones qu'on voit en orange là, qui sont identifiées. Oui, il y a l'air de confinement de serre de Virginie à Tourville et Saint-Perpétue, Château-Sadamar. Tu as les l'écosystème forestier exceptionnel, puis tu as aussi des habitats fumés. Il y a en ce moment, il y a peut-être d'autres aires protégées éventuellement, advenant qu'il y ait d'autres aires protégées qui sont identifiées ou que ce soit autant par le gouvernement ou qu'il y ait des aires protégées, des secteurs de conservation qui apparaissent dans la MRC. Le règlement suit tout de même. Fait que le règlement dit que c'est tout ce qui est déjà identifié au schéma. Fait que, advenant le fait que dans 4 ans, il y a une nouvelle aire protégée, ben, le règlement s'applique d'office à elle. On s'entend que dans 4 ans, les normes vont être au schéma puis intégrées dans les règlements locaux d'urbanisme. Mais advenant qu'il y a une aire protégée qui apparaisse, elle est protégée d'office. On n'a pas à remodifier notre règlement pour l'intégrer. Sauf qu'il y a déjà une éolienne dedans. Ben, je me doute qu'ils ne feront pas d'air protégée où il y a des éoliennes, ça serait particulier. Oui, parce qu'ils ont quand même l'information des aires protégées potentielles. Il y en a quand même déjà dans les cartons. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Parce qu'il y a un appel à projet d'air protégée qui est en cours. Protégeons les terres publiques. Je pense aussi dans les terres publiques, dans les terres publiques là, qu'on voit, qui est pas en orange, il y a quand même beaucoup de zones, beaucoup d'érablières dans ces points-là qui sont déjà qui sont protégés aussi. Oui, c'est un bon. Je pense pas que
ils vont avoir une opposition beaucoup là, s'il arrive. Les agriculteurs investissent beaucoup d'argent dans les éoliennes. Puis s'il arrive, ils plantent des éoliennes là-dedans. En tout cas, d'après moi, il reste plus en place. C'est même le ministère des Ressources naturelles qui gère, d'être donné aux agriculteurs les spots, qui gère la filière éolienne un peu. Fait que ça se parle. Je pense effectivement, ça me semble plus probable qu'on détruise les éoliennes pour ça. Oui, c'est un bon point, parce qu'en terre publique, il y en a vraiment beaucoup, les érablières en terre publique. Que ce soit à Saint-Marcel, à Sainte-Défectue, D'autres questions? Voici, moi, je voudrais remercier en tout cas les gens qui ont organisé ça. Merci beaucoup. Bien apprécié. Puis merci à vous. On sent une ouverture. C'est super intéressant. C'est apprécié. Avez-vous déjà fait d'autres consultations à travers la MRC? Par rapport au RCI? Au RCI. Non, c'est la première. La première fois, OK. Ouais. Puis là, ce que j'entends, c'est que nous, si on propose des points à la ville, au conseiller, exemple, mettre ça à 35 décibels la nuit, ou des choses comme ça, des règles qui sont plus strictes, on peut insérer ça dans la réglementation municipale. Mais si on... Il y a deux possibilités. Soit que si votre municipalité, si votre conseil municipal est d'accord avec les propositions que vous apportez, la municipalité peut adopter une résolution, la transmettre à la MRC. Nous, on va modifier le RCI. Ça, c'est une des voies possibles. L'autre voie possible, c'est un coup que le règlement de contrôle vétérinaire, les normes de base soient intégrées dans le schéma, la municipalité modifie son règlement de zonage. Là, elle pourra mettre des normes. Au sein du règlement municipal. Oui, c'est ça. Il y a deux voies possibles. Parfait. Puis juste pour être certain, la partie en haut, les deux réservoirs d'eau, les deux lacs, c'est deux sources d'eau potable pour deux grandes municipalités. Puis tu sais, je pense que le 500 mètres ou je ne sais pas c'est quoi la limite, mais ça devrait aller au bassin versant de ces lacs-là. Parce que des centaines de litres qui se déversent dans le bassin versant finissent toujours par aboutir dans le lac. C'est un bon point. Et puis au niveau je remarque au niveau de la hauteur des éoliennes, des distances, c'est pas lié aux hauteurs des éoliennes et ni à la puissance des éoliennes. Fait que si on a passé de 2 MW à du 7 MW, on passe du 100 mètres à du 200 mètres, qui dit que dans 10 ans, on n'est pas à 400 mètres avec du 20 MW. C'est un bon point que vous emmenez parce qu'il y a d'autres règlements qui font ça, qui font des distances selon la hauteur des éoliennes. Puis même la puissance, ça serait intéressant parce que la puissance, ça a un impact. Parce que pour le moment, comme on l'a dit, on a été peut-être un peu plus dans l'avenue plus simple de juste y aller avec une pure distance séparatrice. Ça serait pertinent peut-être de voir si le modèle par hauteur pour l'intégration au schéma serait préférable, puis de là faire un peu la comparaison avec qu'est-ce qu'on a déjà prévu pour que ça soit cohérent aussi. C'est une avenue intéressante. Pour avoir entendu, j'ai presque terminé. Pour avoir entendu plusieurs autres consultations comme celle-là, il y en a qui ont proposé un RCI 2, qui est en tout cas pour des projets comme Mekinac, MRC Mekinac et tout, vraiment intéressant, je peux vous laisser une copie. Puis ils tiennent compte, eux, de la puissance. Ils proposent de tenir compte des puissances et tout. Et puis, parfait. C'est tout. En tout cas, je sens que vous tenez compte d'une certaine acceptabilité sociale, puis j'apprécie. Merci beaucoup. Quand on parle d'éoliennes sur notre territoire, c'est-tu une ou plusieurs éoliennes sur le même territoire? Alors, ils font des parcs. Pour les parcs, un groupe d'éoliennes, oui. Celui de Rivière-du-Loup, c'est quoi? C'est une centaine? Maintenant, ils tendent à faire des plus grosses éoliennes, mais on voit des parcs avec moins d'éoliennes. Fait qu'ils sont plus hautes, mais ils sont plus séparés, mais il y en a moins. Là. Fait qu'on voit pas des parcs de 100 éoliennes, il y en a moins qu'il y en avait auparavant, parce qu'il y en a moins qui sont plus grosses. Si vous arrivez nord, il y a une grosse place. Il y en a comme 1500 éoliennes. Dans le séminaire de Québec, potentiellement, je sais que c'est des grandes terres. Les terres des sulpiciens. Oui. Mais c'est ça, là, il y a un grand territoire qui n'est pas public, mais qui appartient au séminaire de Québec, qui
plus en retrait. Puis oui, là, je pense qu'ils sont arrivés avec un plus gros projet. Là. Ouais, depuis les débuts de l'implantation de nouvelles champs. Oui. Stéphanie? Ils n'ont pas payé de taxes tout ce temps-là. Stéphanie, vas-y. Est-ce que, au niveau de l'éolienne en soi, là, est-ce qu'on est obligé de prendre juste les modèles à 150, 300 mètres de haut? Il y a pas. Il me semble qu'il y a plein d'autres modèles d'éoliennes. On est obligé de rester juste avec ça, ces affaires-là? Parce qu'en soi, l'éolienne, c'est pas mauvais. C'est le genre de projet qu'ils veulent nous imposer qui est mauvais. Mais l'éolienne en soi, c'est génial. Puis surtout dans notre coin, mais on est obligé d'aller à du 150 mètres. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller dans d'autres formes de... Votre question est intéressante, mais c'est sûr que nous, on ne peut pas agir sur le modèle des éoliennes. Ah. C'est justement, on voit qu'il y a un changement. C'est sûr que les promoteurs qui font ça, ils tentent d'avoir des modèles qui sont les plus productifs au moindre coût. Donc, il y a un impératif de rentabilité, puis il arrive avec les modèles ultimement qui calculent que c'est le plus productif et que ça permet la plus grande production d'électricité. Mais ça veut pas dire que c'est ça, là, ça dépasse de notre compétence à nous. Là. En fait, ce que Si je c'était comprends... fabriqué au Québec, par exemple, au lieu d'être fabriqué ailleurs. Ben, je comprends pour votre question. Vous voulez savoir, est-ce qu'une MRC, une municipalité, pourrait régir la hauteur d'une éolienne? Oui. C'est un petit peu ça. Oui, d'une certaine façon, ou le modèle, ou... Comme la hauteur d'un bâtiment, par exemple. Oui, exactement. J'ai pas vu d'MRC qui l'ont traité comme ça, là. Je sais pas si ça On passe. pourrait être original. Quand ça part de Saint-Louis, c'est toujours original. C'est un questionnement intéressant. Parce qu'il se fait des murs d'éoliennes, il se fait des arbres en éoliennes, il fait des... Il y a plein d'éoliennes différentes. Les Des éoliennes arbres avec... est intéressant. C'est gaz de C'est pas, mais en tout cas, j'en ai vu que c'est des arbres. C'est tout même... plus haut. Ben, c'est une question qu'on pourrait poser à nos répondants au ministère, là, voir si on pourrait régir la hauteur. Modifier le règlement en Je fonction. peux vous dire, moi, peut-être qu'en tant que municipalité, là, tu sais, on est ouvert à ce qui est présenté. Tout ça. Mais si on arrive à MRC avec beaucoup de changements, j'ai peur qu'autour de la table, Mais c'est leur problème, c'est pas le tien. C'est leur problème, c'est pas le tien. Non, mais déjà, si toute la Sainte-Louise est une zone protégée, ça ne s'applique plus, là, les... Je pense qu'il faudrait cibler vraiment qu'est-ce que pour nous autres, qu'est-ce qu'on On peut mettre dans notre réglementation. On pourrait mettre ça dans la réglementation de la ville. Pour le territoire de votre municipalité, là, effectivement. C'est sûr Moi, que je veux dire, si on demande trop de modifications, on est les premiers, on peut demander toute la gamme. Exactement, parce qu'on peut faire des ajustements après ça. Ben, ce que je comprends de M. Dubé, c'est que si vous souhaitez des modifications qui impactent d'autres municipalités, il va falloir avoir l'aval des autres municipalités. Donc ça peut être plus problématique, puis une municipalité qui serait concernée pourrait s'objecter à la demande. Donc c'est sûr que si vous demandez une modification qui touche juste votre municipalité, elle a plus de chances de passer au conseil de la MRC. C'est un peu ça là, que M. Dubé veut dire. Donc c'est sûr que si on vient modifier les distances par rapport à un périmètre de botanisation, par exemple, à 2000 mètres, par exemple, ben là, il faudra il va falloir que ce soit entériné par l'ensemble des autres municipalités de la MRC. On peut faire la recommandation, mais il faut la justifier, puis il faut que le conseil, les autres municipalités acceptent. Il y en a beaucoup qui sont très enthousiastes, qui veulent avoir des éoliennes. Certaines, oui, je vous dirais que Saint-Cyril souhaite vraiment avoir des éoliennes. Là. Il y en a qui... Oui. Je suis assez dans ce conseiller. Non, mais dans les hauts du comté, c'est des impacts moins plus. C'est plus en terre cheveux, qui ont plus ou moins d'impact. que les autres, ils parlent moins. Oui, mais je comprends qu'au prochain conseil, nous autres, ce qu'on a à faire, c'est d'adopter un nouveau règlement. Un règlement pour enlever en réalité la zone qui est à Sainte-Louise, qui est possible de mettre des éoliennes. Puis à ce moment-là, on fait juste ça, puis on est sûr qu'on va que ça va passer à MRC parce
C'est juste à nous autres. C'est ça, plus rapide. le conseil municipal adopte une résolution. Nous, après, c'est juste, c'est modifier la limite de la carte, puis envoyer, puis dire on modifie la limite de la carte, le territoire de collectivité. Ça se fait quand même assez rapidement, puis il n'y a pas de. C'est moins à débat, surtout si ça touche juste la municipalité Sainte-Louis. Ça va se faire assez vite. J'ai un argument très fort en faveur de ça. On parlait de bassin versant. Mais cette montagne-là, en arrière, est à l'origine de 3 rivières. La rivière Saint-Jean, la Ferrée, puis la rivière Port-Joli. Fait que, tu sais, c'est assez pour pas toucher au bassin versant. Ouais, Bon point, hein? L'idée de la crête, l'idée initiale de protéger par les crêtes, c'était bien. Ce qui avait été proposé au départ, de suivre les crêtes, c'était un gros bon sens. Oui. Est-ce qu'on a d'autres interrogations, questions? Y a-t-il d'espoir pour protéger les terres publiques? Après, dans une autre phase, y a-t-il d'espoir pour être capable de protéger les terres publiques? Là, c'est plus au niveau provincial qu'il faut agir. C'est sûr que, on parlait tout à l'heure, il y a un appel à projet en ce moment pour la protection de certains territoires en terres publiques. C'est sûr que ça va vers 2027 pour l'apparition potentiellement de terres protégées, d'aires protégées en territoire public. Advenant le fait qu'une aire protégée apparaît en territoire public, elle sera automatiquement, comme on le dit, visée. Le gouvernement, on sent une ouverture actuellement à faire de la protection de territoires, de création d'aires protégées dans des terres publiques. Donc, on va voir cet appel à projet-là, le processus dans lequel ils sont engagés actuellement, vers quoi ça va mener. C'est sûr que nous, on souhaite qu'il y ait plus d'aires protégées au sein de notre commerce. On ne se cachera pas là-dessus. Oui, on va travailler. On travaille là-dessus, mais on va voir ce qui va ressortir. Ce n'est pas tant de vous, c'est vraiment au niveau provincial. Nous, on peut proposer. On va proposer des aires protégées pour la MLC. Mais c'est sûr que c'est le provincial qui va décider parmi l'ensemble des projets qui seront déposés dans l'appel à projet. Donc les dates sont au mois de novembre? C'est 15 octobre. Techniquement, c'est un BML pourrait proposer un aire protégée en terre publique avec cet appel à projet-là. Bon, c'est sûr qu'il y a la date de dépôt le 14 octobre, c'est demain quand même. Mais c'est lancé depuis un petit moment, puis les projets vont être étudiés selon ce qui est déposé. Fait que c'est possible qu'il y ait des aires protégées en terre publique dans notre commerce qui apparaissent là en 2027. On travaille sur certaines choses de notre côté. Vous avez vu de le faire tout de suite, tandis que le ministre a démissionné. Oui, exactement. Il y a un pourcentage aussi d'aires protégées, il y a une cible. Il y a une cible de 30% à l'échelle provinciale. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres interrogations, questions? Ben, moi, c'est pas tout à fait une question, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un consensus pour juste dire au conseil municipal, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là, que c'est ça, qu'on est plutôt d'accord pour protéger complètement le territoire à cause, puis en particulier à cause des bassins versants qui touchent les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli puis la Pointe. En plus de nous autres. Ça fait simple. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Est-ce qu'on serait préférable qu'on vous présente la proposition écrite au conseil municipal? Sous forme de lettre. Mais si vous n'êtes pas opposé, vous n'êtes pas opposé, on n'a pas besoin de scénario. On va se parler, là, on va rencontrer le travail. C'est sûr que si c'est pas fait au début octobre, ça peut être fait en novembre aussi. C'est pas, je pense pas qu'ils mettent une éolienne demain matin. C'est ça, il n'y a pas d'appel à projet qui est ouvert encore. Fait que, on n'est pas dans l'urgence. Est-ce que le règlement prévoit que la population va être avertie s'il y en a un qui veut s'en bâtir des éoliennes, veut dire qu'il veut faire des éoliennes à 200 mètres? Lorsqu'il y a un promoteur... Mais le règlement ne le prévoit pas parce que c'est un règlement d'urbanisme vraiment d'aménagement. C'est pas une condition là, qui se retrouve parce que c'est quelque chose de peut-être plus politique. C'est sûr que nous, on recommande aux municipalités, avant de déposer un projet, de faire une consultation publique à tout le moins pour présenter le projet.
mais il n'y a pas d'obligation dans le règlement en ce sens-là. Il n'y a pas d'obligation de référendum. Parce qu'à Saint-Fabien-Panier, on doit en faire 2 ou 3. Plutôt qu'une lettre, moi, je vais faire un texte dans Ferré-Panier qui sort le 20. Bien souvent, c'est le promoteur qui l'écrit. Oui, Véronique? Les autres années, c'est les organismes de bassin versant qui ne travaillent pas de concert ensemble. Oui. Oui, oui, OK, est-ce qu'on a d'autres interrogations? Oui. Bon, ben, concernant les permis, justement, si un promoteur fait une demande de permis à une municipalité, la municipalité n'aura pas de recours à dire on va consulter la population ou on va changer de règlement. Là, ça sera plus. C'est ça, parce qu'à partir du moment, c'est dans le fond, quand une demande de permis est déposée, la job de l'inspecteur, c'est de faire est-ce que la demande qui est déposée est conforme au règlement. Puis à partir du moment où la demande de permis est conforme au règlement, que tous les documents qui sont demandés dans le règlement doit donner le permis parce qu'il respecte le règlement. Oui. C'est donc dire qu'il va être trop tard rendu là pour C'est faire. ça. Ben, généralement, tu sais, comment ça fonctionne, quand l'appel à projet est ouvert, le promoteur ne fait pas une demande de permis tout de suite. Donc, comme nous, comment on l'a vu, c'est ça, comment on l'a vu parce qu'on a vu le cas de Saint-Cyril, ce qui a été fait à Saint-Cyril, c'est qu'ils ont juste demandé, avant de déposer le projet à Hydro-Québec, est-ce qu'en ce moment, le projet qui est soumis respecte la réglementation de la MRC ou de la municipalité, il demande aux deux. Fait que là, à ce moment-là, le promoteur dépose le projet avec à ce moment-là l'information que le projet est conforme à la réglementation. Mais il n'y a pas de demande de permis qui est faite. La demande de permis va venir à partir du moment où le projet, au Québec dit oui, on est prêt à aller avec ce projet-là. Fait qu'il n'y a pas eu de demande de permis à Saint-Cyril qui a été faite, par exemple, mais ils ont quand même demandé à la municipalité est-ce que le projet est conforme avec la réglementation. Il y a quand même des projets privés qui ne passent pas par Hydro-Québec. Il faut que quelqu'un achète une étoile. Dans tous les cas, c'est sûr que dans tous les cas, il faut que les projets se conforment, même si c'est un projet qui ne passe pas par là, il faut qu'ils respectent la réglementation. Dans le cas de Mekinac, c'est privé. Ils veulent acheminer de l'électricité à une industrie privée, puis potentiellement en revendre ultimement, mais donc c'est privé, donc ils ne passent pas par un appel d'offres du Québec. Ils pensaient que l'Hydro-Québec avait le monopole, qu'on ne pouvait pas faire ça. C'est pas la vente, c'est pas la vente, vu qu'ils ne vendent pas au public, c'est ça, c'est un projet. Si on les voit moins venir. c'est beau, si vous n'avez pas d'autres questions, on a fait le tour un peu. Est-ce que ça répond des éclaircissements? Ben oui. C'est des professionnels qu'on a en avant de nous autres. C'est pour ça qu'on les a fait. Merci. Merci, monsieur. Merci à vous.